Ton attention est en danger et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Grâce à 3 livres géniaux, je vais t'expliquer comment reprendre le contrôle de ton attention et pourquoi c'est si important. Déjà, on va commencer par faire un petit bilan. Est-ce que ça t'est arrivé récemment de commencer à lire un article, d'ouvrir un onglet, puis un autre, peut-être de répondre à un message et 10 minutes plus tard, de te rendre compte, soudain, que tu as oublié l'article commencé? Je suis presque sûre que cette situation te parle ou que tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Nous sommes nombreux et nombreuses dans ce cas. Je te propose d'explorer avec moi le travail de 3 auteurs que j'ai trouvé passionnants et super pertinents. Tu vas voir que ce problème d'attention que nous sommes un grand nombre à vivre résulte en fait d'un système qui a été conçu pour accaparer notre attention. Et le prix à payer est vraiment cher. Bienvenue dans Deep Impact, le podcast où on parle hypnose, neurosciences cognitives et santé mentale. Je suis Valérie Sten, hypnologue spécialisée dans les émotions et la préparation mentale. Ici, je décortique, seule ou avec mes invités, les sujets importants du moment. J'ai hâte de savoir ce que tu retiendras de cet épisode. Johann Hari est un journaliste et auteur britannique. Il a mené une enquête mondiale sur le vol systémique de notre attention par les grandes entreprises de la tech. Jean-Philippe Lachaud est chercheur en neurosciences cognitives à l'INSERM. Il dissèque les mécanismes cérébraux liés à notre capacité à nous concentrer, à focaliser notre attention. Et pour finir, Michel Levontienne est directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM et travaille à l'Université de la Sorbonne. Suite à un burn-out personnel, il a exploré les bienfaits du silence sur un cerveau saturé de stimulation. Si on met en commun ces travaux, on comprend qu'il y a danger. Notre attention est menacée et il est absolument urgent de la protéger parce qu'elle est vraiment précieuse. Première partie, une vision neurologique. On va parler du livre « Le cerveau attentif » de Jean-Philippe Lachaud. On va parler en gros des neurosciences de la concentration au quotidien. D'abord, il faut comprendre les mécanismes de l'attention. Jean-Philippe Lachaud aborde la question sous l'angle de la recherche en neurosciences. Comment le cerveau focalise-t-il son activité ? Directeur de recherche à l'INSERM à Lyon, il est l'un des premiers à s'être intéressé à la question de l'attention, à l'époque où celle-ci n'était pas encore un enjeu. Son travail porte entre autres sur les mécanismes cérébraux en temps réel. Donner une définition de l'attention, c'est une tâche vraiment difficile. Pour Lachaud, l'attention, ce n'est pas une faculté passive, ni un simple filtre. L'attention, c'est plutôt un processus actif, dynamique, qui demande un effort constant et que le cerveau module selon ses besoins et ses capacités. Est-ce que tu connais le mode par défaut ? Dans son livre « Le cerveau attentif », Lachaud explique ce que c'est ce mode par défaut de notre cerveau. Lorsque on n'est pas engagé dans une tâche précise, le cerveau ne s'éteint pas. Les neurones ne sont pas inactifs. Le mode par défaut correspond à l'activation de plusieurs régions cérébrales, notamment le cortex préfrontal médian, le cortex cingulaire postérieur et l'hippocampe. Ces zones sont impliquées dans la rêverie, la projection dans l'avenir, la réflexion sur soi et sur les autres. Le mode par défaut, c'est un état cérébral fondamental, aussi important que les autres fonctions comme la veille focalisée, et qui remplit des fonctions cognitives indispensables. Le mode par défaut, c'est pas un défaut. Il a plusieurs rôles précieux. C'est dans ces moments que le cerveau consolide les souvenirs. C'est un processus que Michel Levontienne décrit lui aussi en détail dans Cerveau et silence, on en reparlera tout à l'heure. C'est également dans ces moments de relâche que surgissent les connexions inattendues, les intuitions, les solutions à des problèmes, tout ce que tu as laissé en suspens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une super idée sous la douche ou alors que tu te balades ? La créativité naît très souvent dans ce que Lachaud appelle la pensée oisive, plus que dans la réflexion volontaire et forcée. Sans ces moments d'ennui, de lâcher prise, la pensée a tendance à se répéter plutôt qu'à se renouveler. Mais le mode par défaut a un côté obscur. Il entre en compétition directe avec le réseau de l'attention focalisée. Parce qu'en effet, quand l'un s'active pleinement, l'autre se met en retrait. Le cerveau bascule en permanence entre ces deux modes. Le balancement est entièrement normal. C'est même une preuve de bonne santé neurologique.
Selon Lachaud, c'est lorsque le mode par défaut s'active au mauvais moment que ça pose problème, parce que ça peut interrompre une tâche en cours. Si on n'a pas appris à réguler ces transitions, elles peuvent entraver la concentration. À ça s'ajoute un second risque. Le mode par défaut, lorsqu'il est envahi par le stress chronique ou surstimulé par des sollicitations multiples, peut dégénérer en rumination. Plutôt que de produire de la rêverie féconde ou des associations créatrices, il se met à tourner en boucle sur des pensées négatives, des inquiétudes, des scénarios anxieux. Le Wandtjen décrit ce phénomène comme une espèce de bruit intérieur qui colonise l'espace mental et qui empêche le cerveau de bénéficier du silence qui lui permettrait de récupérer. Harry, lui, montre que les plateformes numériques amplifient justement ce biais en noyant le cerveau avec des informations anxiogènes en continu. Ces infos anxiogènes, elles maintiennent le cerveau dans un état d'agitation chronique et elles empêchent la rêverie dont nous avons tant besoin. On va parler un peu des lois de l'attention. Lachaud décrit plusieurs principes fondamentaux qui gouvernent notre capacité à nous concentrer. 1. L'attention est sélective et limitée. Le cerveau ne peut pas traiter simultanément tous les stimuli qui lui parviennent. Il sélectionne en fonction de la science, c'est-à-dire ce qui est nouveau, ce qui est brillant, ce qui est menaçant, de nos objectifs conscients et de nos habitudes. Ces 3 sources d'attention entrent souvent en conflit. Je te redis les 3 sources. Il y a la science, les objectifs conscients et les habitudes. 2. L'attention se fatigue. Maintenir une concentration soutenue consomme des ressources cognitives. Au bout d'un certain temps de concentration, les performances chutent. C'est ce que les neurosciences désignent sous le terme déplétion attentionnelle. 3. L'attention peut s'entraîner. C'est le message le plus positif du bouquin. Les circuits cérébraux de l'attention sont plastiques. Ils se renforcent avec la pratique. Lachaud insiste sur le fait que certains exercices, par exemple la méditation de pleine conscience, ont des effets mesurables et durables sur la structure même du cerveau. Je te redonne les 3 lois de l'attention. 1. L'attention est sélective et limitée. 2. L'attention se fatigue. Et 3. L'attention peut s'entraîner. C'est la bonne nouvelle. Deuxième partie, une vision neuropsychologique. Là, on va parler du livre Cerveau et silence de Michel Le Wandtjen. Là, c'est un peu comme le silence comme ressource thérapeutique et ses bienfaits sur le cerveau. Michel Le Wandtjen est parti d'une observation clinique préoccupante. À travers l'histoire, nos cerveaux n'ont jamais été soumis à un tel niveau de stimulation sonore et informationnelle. Neuroscientifique, chercheur à l'INSERM, il s'est intéressé aux effets du silence et aux conséquences du bruit sur notre cerveau contemporain. Son constat est documenté par des données épidémiologiques claires. Les troubles de l'attention, les insomnies, les états d'anxiété chronique et les burn-out explosent. Il met en évidence de solides corrélations entre l'exposition aux écrans, au bruit urbain et au flux d'informations numériques, et ces pathologies en augmentation constante. Notre cerveau moderne ne sait plus s'arrêter. Le silence a un vrai effet sur notre cerveau. Michel Le Wandtjen s'appuie sur une série d'expériences pour montrer que le silence n'est pas simplement une absence de bruit, mais un état actif pour le cerveau qui utilise ces moments pour accomplir des processus essentiels. Par exemple, durant les périodes de silence, le cerveau s'engage dans ce que les neuroscientifiques appellent la consolidation mémorielle. En gros, l'hippocampe, il n'y a pas que lui, il y a toutes les structures clés de la mémoire, rejoue en quelque sorte les événements récents pour les intégrer dans la mémoire à long terme. Si le cerveau est stimulé pendant ce processus, il s'interrompt. Le silence favorise également la créativité. En l'absence de stimuli externes, le mode par défaut du cerveau, dont Lachaud parle aussi, peut se mettre en place librement. C'est dans cet état que surgissent les connexions inattendues, les idées nouvelles, les intuitions. C'est pas un hasard si les grandes découvertes scientifiques ou artistiques adviennent souvent lors de promenades, de bains ou de moments de rêverie. Eureka! Le bruit intérieur. Une des contributions les plus originales de Le Wandtjen concerne ce qu'il appelle le bruit intérieur. C'est ainsi qu'il parle de la rumination mentale. Cette voix interne incessante, ce flux de pensée automatique qui occupe notre espace mental, en particulier en l'absence de stimuli extérieurs. Chez de nombreuses personnes, ce bruit intérieur peut être pesant au point de ne plus supporter le silence extérieur, parce qu'il laisse toute la place à ces ruminations, ces pensées répétitives. Cette incapacité à supporter le silence est, selon lui, un signal d'alarme clinique qu'il faut prendre en compte.
Elle montre que le système nerveux de la personne est en état d'hyperactivation chronique et ne peut plus descendre en dessous d'un certain seuil d'alerte. Il est alors temps de trouver des solutions saines. Leventien propose le silence comme pratique thérapeutique. Il documente les effets mesurables de la pratique régulière de silence. Ça permet la réduction du cortisol, qui est l'hormone du stress, l'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un indicateur de la santé du système nerveux autonome, le renforcement des connexions entre le cortex préfrontal et l'amygdale, ce qui améliore la régulation émotionnelle. Il explore plusieurs voies pour retrouver ce silence. Par exemple, la méditation, la marche en nature, les cabines de flottaison, les retraites de silence et plus simplement certaines habitudes quotidiennes comme manger sans écran ou passer quelques minutes dans l'obscurité et le calme avant de dormir. L'essentiel de son message est à la fois scientifique et presque poétique. Le silence n'est pas un luxe pour les personnes contemplatives ni une pratique spirituelle réservée au monastère. C'est une nécessité neurologique pour tout cerveau humain. Et hélas, nos sociétés modernes nous en privent de plus en plus. Justement, partie 3, on va parler de « On vous vole votre attention » de Johann Hari. C'est un journaliste d'investigation qui s'intéresse à la crise de l'attention mondiale. La crise de l'attention est collective et non individuelle selon lui. Un jour, Johann Hari a fait le terrible constat qu'il n'était plus capable de lire un livre entier, qu'il ne pouvait plus tenir une conversation sans vérifier son téléphone. Suite à la visite d'un musée où tout le monde autour de lui était absorbé par son téléphone, il a décidé d'enquêter sur ce phénomène à l'échelle mondiale. Ce qu'il a découvert est stupéfiant. En l'espace de 2 décennies, la capacité d'attention moyenne a chuté de façon spectaculaire dans tous les pays industrialisés. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, personne n'est épargné. Cependant, mettre la responsabilité sur l'individu ne satisfait pas Hari. Il a voulu comprendre les mécanismes systémiques derrière ce phénomène. Pourquoi notre attention est un enjeu pour les industries de la tech ? La thèse centrale développée par Hari est simple et dérangeante. Notre capacité attentionnelle ne décline pas d'elle-même, elle nous est volée. La distraction est devenue un business model. Hari a interviewé d'anciens ingénieurs de Google, Facebook et Twitter qui lui ont révélé plusieurs secrets de la Silicon Valley. Ces plateformes n'ont pas pour objectif de vendre des services, mais de vendre notre attention à des annonceurs. Leur modèle économique repose entièrement sur le temps que nous passons absorbés sur nos écrans, scotchés sur ces réseaux et applications. Chaque notification, chaque scroll infini, chaque algorithme de recommandation a été conçu par des équipes de psychologues et d'ingénieurs pour maximiser l'engagement et pour nous empêcher de partir. L'auteur documente comment ces systèmes exploitent nos biais cognitifs les plus profonds. La peur de rater quelque chose, tu connais le fameux FOMO, Fear of Missing Out, le besoin de validation sociale, la récompense aléatoire qui déclenche les mêmes circuits dopaminergiques que les machines à sous. Bref, les concepteurs de ces applications se sont réellement inspirés des recherches sur l'addiction au jeu et sur le fonctionnement de nos biais cognitifs. Les 12 causes profondes identifiées par Hari. Johann Hari identifie 12 facteurs qui détruisent notre attention, pas seulement les écrans. 1. Le manque chronique de sommeil, la fatigue physique et mentale. 2. L'effondrement de la lecture soutenue. 3. L'accélération de tout, le zapping en augmentation. 4. La paralysie, diminution de nos états de flow. 5. La perturbation de la pensée flottante, de l'errance mentale saine. 6. Les technologies capables de traquer les habitudes et manipuler. 7. La glorification du multitâche, pourtant prouvé contre-productif par la science. 8. L'augmentation du stress et de l'anxiété qui fragmente l'attention. 9. L'augmentation des troubles de l'attention et des TDAH. 10. La dégradation de l'alimentation, de l'environnement et le manque d'exercice physique. 11. La diminution des espaces de jeu libres pour les enfants. Et 12. La pollution mentale liée à un flux d'informations incessant et anxiogène. La solution pour Hari, c'est une réponse collective. C'est surtout la conclusion du livre qui se distingue des approches habituelles. Hari refuse les réponses purement individuelles, comme la méditation, le mode avion, la détox numérique. Ce sont de bons outils, mais elles font peser la responsabilité sur les individus plutôt que sur les systèmes.
Il compare cela au fonctionnement de l'industrie du tabac. Il plaide pour une régulation politique des plateformes, une interdiction de la publicité ciblée et une réforme profonde du modèle économique du numérique. Sans ces réformes collectives, demander aux individus de résister, c'est un peu comme demander à une personne de résister à la nicotine alors qu'elle vit au milieu d'une usine de tabac. Ce livre véhicule un message politique hyper précieux. Il est essentiel de se poser les bonnes questions de manière collective. Ce que les 3 livres réunis nous disent. Mis côte à côte, ces 3 ouvrages forment une cartographie complète de la crise de l'attention. Lachaud nous explique comment notre cerveau fonctionne et pourquoi il est vulnérable à ces attaques en nous donnant les outils pour comprendre et entraîner nos mécanismes attentionnels. Le Vankien nous montre ce que nous perdons quand nous n'offrons plus à notre cerveau les espaces de silence, sas de récupération dont il a besoin, notamment pour se réparer. Harry nous dit pourquoi notre attention est menacée de l'extérieur par des systèmes économiques qui profitent de notre dispersion. Ensemble, ils convergent vers une même conviction. L'attention est la ressource la plus précieuse de notre époque. Elle conditionne notre capacité à penser, à apprendre, à créer, à aimer, à nous défendre, à être présent à notre propre vie. Cette ressource est attaquée de toutes parts par l'économie de l'attention, par nos modes de vie, par l'architecture de nos environnements numériques, par la société de consommation. Reprendre le pouvoir sur notre attention exige à la fois une prise de conscience individuelle et un changement structurel collectif. Alors aujourd'hui, je te propose de faire un premier pas. Je vais te donner un guide pratique pour prendre soin de ton attention, avec 20 actions concrètes à mettre en place. Ce guide pratique est organisé en 5 domaines d'action, du plus simple et concret au plus complexe et mobilisant. Chaque action est directement inspirée des travaux de Harry, Lachaud et le Vankien. Tu peux piocher parmi toutes ces stratégies celles qui te correspondent le mieux. Plus tu en mettras en place, plus les effets seront bénéfiques sur ton attention. Premier axe, repenser son environnement numérique. Inspiré des travaux de Johann Hari sur l'économie de l'attention, ce premier bloc d'action vise à réduire la pression des systèmes conçus pour te distraire. Libère-toi des réseaux. Désactiver toutes les notifications non essentielles. Va dans les réglages de ton téléphone et désactive les notifs pour toutes les applis sauf celles qui concernent des communications directes urgentes, les appels, les SMS par exemple. Les notifications sont le vecteur numéro 1 qui vole ton attention. Chaque notif que tu reçois crée une interruption. Il te faut alors en moyenne 23 minutes pour retrouver le même niveau de focus dans lequel tu te trouvais. Créer des plages sans téléphone. Définis des horaires fixes où tu placeras ton téléphone hors de portée. Par exemple, le matin, pendant la première heure, pendant les repas, le soir, 1 heure avant de dormir. Range-le dans une pièce différente ou, si c'est trop difficile de résister, tu peux le mettre carrément dans un coffre spécial qui s'ouvre au moment programmé. La simple présence d'un téléphone sur une table, même retourné et éteint, réduit de façon mesurable les performances cognitives. Supprimer les applications les plus chronophages. Identifie les 2 ou 3 applications sur lesquelles tu perds le plus de temps. Ton bilan hebdomadaire de temps d'écran te l'indiquera précisément. Supprime-les ou à défaut, déplace-les hors de ton écran d'accueil. N'oublie pas de désactiver les notifications de ces applications chronophages. On ne vise pas l'abstinence totale brutale. L'objectif ici, c'est plutôt de rompre les habitudes automatiques. Passer en mode niveau de gris. Active le mode niveau de gris dans les paramètres de ton téléphone. Les couleurs vives des icônes d'applications, par exemple le rouge pour YouTube, le logo bleu de Facebook, le orange caractéristique d'Instagram. Toutes ces couleurs servent à déclencher des réponses émotionnelles immédiates et à attirer ton regard et ton pouce. En supprimant cet effet coloré, tu réduis significativement l'attrait compulsif de l'écran, finis le réflexe de cliquer sans y penser. Deuxième axe, structurer ton travail pour protéger ta concentration. Ces pratiques s'appuient directement sur les recherches de Jean-Philippe Lachaud sur les mécanismes cérébraux de l'attention et sur l'importance de la gestion des interruptions. Pratiquer le travail en bloc, ce qu'on appelle le deep work. Réserve des plages de 60 à 90 minutes de travail profond durant lesquelles tu ne seras pas interrompu. Ferme ta messagerie, coupe ton téléphone, ferme les onglets non nécessaires.
Lachaud insiste sur le fait que le cerveau a besoin de plusieurs minutes pour atteindre un état de concentration profonde et que chaque interruption remet le compteur à 0. Tu peux commencer par 25 minutes, ce qu'on appelle la technique du Pomodoro, si 90 minutes te semblent inaccessibles. Préparer la tâche avant de commencer. Avant d'entrer dans une session de travail, définis précisément ce que tu vas faire. Par exemple, rédiger environ 400 mots de la deuxième partie plutôt que travailler sur la rédaction de mon mémoire. Lachaud montre que l'imprécision de l'objectif est l'une des principales causes de décrochage attentionnel car le cerveau ne sait pas où accrocher son attention. Accepter la distraction plutôt que la combattre. Quand une pensée parasite surgit pendant le travail, note-la sur un papier à côté de toi et reviens à ta tâche. Cette technique, inspirée des pratiques mindfulness que Lachaud recommande, permet de vider la pensée sans la réprimer. La répression cognitive est paradoxalement plus coûteuse en ressources attentionnelles que l'accueil bienveillant de la distraction. Si tu notes ton idée, tu pourras facilement arrêter d'y penser, plutôt que si tu n'arrêtes pas de te dire « c'est pas le moment de penser à ça », tu connais le truc, ne pense pas à un ours blanc. Protéger ses matinées. Les ressources attentionnelles sont à leur maximum en début de journée. Pour la majorité des gens. Évite de commencer par les emails ou les réseaux sociaux. Commence directement par la tâche la plus importante et la plus exigeante cognitivement. En ouvrant ta messagerie dès le réveil, tu entres immédiatement dans le mode réactif, c'est-à-dire la réponse aux demandes des autres, plutôt que dans le mode focalisé. Sois attentif à ton fonctionnement personnel. Repère le moment de la journée où tu es à ton top, si ce n'est pas le matin, et protège avec soin ces plages horaires. Troisième axe, intégrer le silence dans le quotidien. Ces pratiques sont directement inspirées des travaux de Michel Levandkian sur les effets neurobiologiques du silence et des espaces de récupération cognitive. Créer un rituel de silence matinal. Commence ta journée par 5 à 10 minutes de silence complet avant de consulter téléphone, radio ou écran. Assieds-toi et ne fais rien de particulier. Offre à ton cerveau un espace de transition entre le sommeil et l'activité. Michel Levandkian documente comment cette simple pratique réduit les marqueurs de stress dès les premières semaines. Cette pratique permet aussi de limiter les ruminations du soir ou de la nuit. Si tu es intéressé pour arrêter les ruminations, je te recommande mon atelier Stop aux ruminations. Marcher sans écouteurs. Lors de tes déplacements à pied, résiste à l'impulsion de brancher un podcast ou de la musique à chaque sortie. La marche en silence, en particulier en nature, active précisément les circuits du mode par défaut que Levandkian associe à la récupération cognitive et à la créativité. Même une marche de 10 minutes sans stimulation sonore produit des effets mesurables sur l'humeur et la clarté mentale. Souviens-toi de l'effet Eureka. Manger au moins un repas par jour sans écran. Le repas pris devant un écran est une double perte. On mange sans conscience de la nourriture et on se distrait sans réellement se reposer. Mets en place au moins un repas par jour, voire tous les repas si tu peux, dans le silence ou dans une conversation avec quelqu'un, sans écran. Ce moment simple est l'une des rares pauses cognitives que nous offrons naturellement à notre cerveau dans la journée. Pratiquer la méditation de pleine conscience. Petit warning, seulement si tu n'as pas de contre-indication. 10 minutes de méditation quotidienne, en utilisant une application guidée ou simplement en suivant ta respiration, ont des effets mesurables en quelques semaines. Les 3 auteurs s'accordent sur ce point. La méditation est l'un des outils les plus validés scientifiquement pour renforcer l'attention. Je n'ai personnellement pas ce point de vue, mais je te partage tout de même cette info si ça te parle. 4e axe, prendre soin des structures biologiques de l'attention. Lachaud et Levandkian insistent tous les deux sur le fait que l'attention est d'abord un phénomène biologique. Sans ces fondations, aucune stratégie comportementale ne peut pleinement fonctionner. Protège ton sommeil comme une priorité non négociable. Après une nuit de sommeil insuffisant, les études montrent que la performance attentionnelle chute de 20 à 40%, même si la personne ne ressent pas de somnolence. Le sommeil est la période durant laquelle le cerveau et ses mécanismes de l'attention sont en maintenance. C'est pendant le sommeil lent profond que les déchets métaboliques sont éliminés, que les souvenirs sont consolidés
et que les circuits de l'attention sont restaurés. La bonne durée du sommeil se situe entre 7 et 9 heures. Évite les écrans 1 heure avant le coucher, la lumière bleue retarde la sécrétion de mélatonine. Tu peux aller écouter l'épisode de podcast que j'ai fait sur le sommeil pour en savoir plus. Bouger régulièrement. L'exercice physique régulier est l'un des rares facteurs qui augmente durablement la production de BDNF, c'est-à-dire le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une protéine qui favorise la croissance et la survie des neurones. 30 minutes de marche rapide ou de sport modéré, 5 fois par semaine, produisent des améliorations mesurables des fonctions exécutives de la mémoire de travail en quelques semaines. Surveiller sa consommation de caféine et d'alcool. La caféine améliore l'attention à court terme, mais perturbe le sommeil si elle est consommée après 14 heures, voire après 11 heures chez certaines personnes, créant une sorte de dette de récupération qui se paye le lendemain. L'alcool, même en quantité modérée, fragmente les cycles de sommeil et réduit le sommeil profond réparateur. Ces 2 substances peuvent saboter silencieusement ton capital attentionnel. 5e axe, une relation plus consciente à l'information. Ces pratiques répondent directement aux recommandations de Johann Hari sur la façon de reprendre le contrôle face à l'économie de l'attention. Définir des moments précis pour consulter les actualités. Remplace la consultation impulsive-compulsive des actualités, tu sais quand tu vérifies 150 fois par jour ton téléphone, par 2 à 3 moments définis, par exemple le matin, le midi et le soir. En dehors de ces plages, évite les sites d'infos et les réseaux sociaux. La majeure partie de l'information disponible en continu n'est ni urgente ni utile, elle est conçue pour nourrir l'anxiété et le sentiment d'urgence qui te maintient accroché à ton écran. Privilégie un support papier si tu peux ou un site d'infos dédié comme par exemple celui de ton journal préféré. Reprendre la lecture longue. Relire des livres, de vrais livres papier de préférence, est l'un des meilleurs exercices d'attention soutenue qui existent. Par exemple, tu peux commencer par 15 à 20 minutes par jour dans un endroit sans téléphone. Choisis des livres qui te captivent. Tu auras d'autant plus envie de t'y plonger. La lecture longue entraîne précisément les circuits que la navigation sur Internet atrophie. Elle favorise la capacité à maintenir le fil d'une pensée complexe sur une durée prolongée. Dans son livre, Hari raconte comment cette pratique simple a transformé sa propre relation à l'attention. Et si tu veux des idées de lecture, tu peux toujours aller explorer la partie autrice de mon activité en t'abonnant à ma newsletter sur Substack ou en allant suivre mon Instagram Valérie Sten Autrice. Créer des rituels de déconnexion hebdomadaires. Instaure une demi-journée ou une journée complète par semaine sans aucun réseau social, sans actualité, sans streaming. Utilise ce temps pour des activités qui nécessitent une attention calme et durable. Voici quelques idées. Cuisine, jardinage, bricolage, lecture, conversation face à face, jouer d'un instrument, pratiquer un sport, etc. Ces activités entretiennent les circuits cognitifs que les interfaces numériques court-circuitent toute la semaine. Tu peux par exemple construire ton dopamine menu grâce à mon pack en ligne. Conclusion. Une résistance est possible. Ne vois surtout pas ces 20 actions comme des contraintes supplémentaires dans ta vie déjà surchargée. Mets-les en place selon tes appétences et selon tes besoins, comme des protections. Ce sont des espaces que tu choisis, des espaces pour préserver ton cerveau et donc pour protéger ton bien-être. Hari, Lachaud et Le Vankien s'accordent sur un point essentiel. L'attention n'est pas perdue. Elle est diminuée, fragmentée, détournée et même volée, mais elle peut se reconstituer si on en prend soin. Le cerveau conserve sa plasticité jusqu'à la fin de la vie. Quelques semaines suffisent pour voir les premières améliorations mesurables. Quelques mois transforment durablement les circuits attentionnels. Ce qui est en jeu derrière cette question de l'attention, c'est la qualité même de nos vies, notre capacité à être présent à ce qui compte, une conversation, un livre, un paysage, une idée. Notre capacité à penser par nous-mêmes, à conserver notre esprit critique, à résister à la manipulation, à apprendre, à nous ennuyer sans paniquer et à laisser cet ennui produire des choses nouvelles. Je suis curieuse de savoir lesquelles de ces idées tu vas mettre en place en premier. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires.
J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!